certificat d'économie d'énergie qui marche, semble-t-il, assez bien du côté du tertiaire, mais qui, dans le diffus, pose exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie dans leur mise en œuvre qu'on aboutit à des processus de décision raisonnablement optimales chez l'utilisateur final. C'est une question qu'il faudra certainement que tu t'y penches. Aujourd'hui, il y a une insatisfaction incontestable, me semble-t-il justifiée, sur l'efficacité en termes d'économie d'énergie obtenue in fine à travers ce dispositif. La problématique ressemble étrangement à celle que tu as évoquée tout à l'heure. Alors je viens maintenant à la contribution d'Eden, à la réflexion que tu développes dans une vision de long terme, mettre notamment l'innovation au service d'une efficacité énergétique et des objectifs de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, car c'est bien là que se trouve le problème. Alors, je citerai simplement 3 chiffres qui sont éclairants. Entre 1990 et 2010, la consommation du pays en énergie finale a augmenté de 12%. En énergie primaire, critère que l'on entend nous faire utiliser par ailleurs, elle a augmenté de 16%. Et dans le même temps, les émissions de CO2 ont baissé de 4,5%. Et quel est le bon chiffre dans tout ça? La mesure de la performance. C'est évidemment le dernier. Le dernier, non pas parce qu'il est plus flatteur, mais parce qu'il correspond à la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour considérer que, sans prétendre que les ressources en combustible sont indéfiniment extensibles, nous avons des ressources importantes devant nous. Certes, il pourrait y avoir des tensions sur l'approvisionnement par manque de capacité, il pourrait y avoir des événements géopolitiques qui mettront un peu d'angoisse dans tout cela, mais fondamentalement, si l'on brûlait aujourd'hui toutes les ressources en combustible prouvées, le pétrole, les nouveaux pétroles, le gaz de schiste, et puis la ressource énorme que constitue le charbon, on provoquerait instantanément un désastre écologique. Donc la vraie rareté aujourd'hui, c'est le problème du CO2, et non pas le problème des ressources énergétiques. Et c'est donc bien les objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre d'une façon générale, de CO2 liés à l'utilisation de l'énergie qui nous occupe ici, qui constitue le point essentiel. Ceci est apparu clairement dans le débat sur la transition énergétique, où c'est véritablement le CO2 qui, in fine, a été l'élément moteur. En fait, dans les scénarios qui ont été présentés, il y a différentes philosophies. Il y a des scénarios qui, tel celui de l'ADEME et encore plus celui de Négawatt, font reposer pour l'essentiel les économies de CO2 sur les économies d'énergie. Et il y a d'autres scénarios qui, tout en prônant la sobriété énergétique, jouent à fond sur la capacité de décarbonation par le recours à des vecteurs décarbonés qui peuvent être, bien sûr, l'électricité, j'y reviendrai, mais aussi des formes d'énergie non carbonées utilisées dans les systèmes existants. Alors, j'en viens maintenant à une réflexion qui partira, et c'était familier, du système électrique. Quel que soit le scénario que l'on retient sur le nucléaire, soyons orthodoxes, allez, 50% de nucléaire en 2025-2030. Si l'on veut maîtriser les émissions de CO2, il est évidemment indispensable de ne pas commencer par dégrader les émissions de CO2 du système électrique.
Donc je mettrai comme contrainte pas plus de CO2 aujourd'hui dans la production d'électricité qu'aujourd'hui dans la production d'électricité en 2025-2030. Donc 50% de nucléaire, 10% de fossiles, donc 40% de ENR. Sur ces 40%, 14% existent, c'est l'hydraulique que nous connaissons. Le reste, ce sont des éoliennes, ce sont des centrales photovoltaïques ou du photovoltaïque explanté de façon diffuse. Ce sont des productions à partir de déchets, d'énergie renouvelable, etc. Nous savons tous ici que ça pose un redoutable problème de fonctionnement du système électrique. Problème totalement maîtrisable, certes, mais qui risque d'être extrêmement coûteux en régulation par les combustibles fossiles et donc en émission de CO2. Je pense que ce problème n'est pas soluble si l'on ne fait pas appel, mais je crois que l'ADEME est aussi dans cette logique, à une régulation de l'équilibre production-consommation par la demande. C'est-à-dire mobiliser des capacités de modulation et des capacités d'effacement que l'on envisageait naguère essentiellement pour maîtriser l'aléa climatique, mais que l'on doit plus encore demain envisager pour maîtriser l'aléa du côté de la production due à ces énergies que je qualifierais entre guillemets d'intermittentes, même si certains disent que ce n'est pas un terme convenable. Quels sont les moyens dont nous disposons pour agir? Eh bien, c'est essentiellement chez le consommateur final et singulièrement le consommateur domestique qu'existent ces possibilités. Nous avons aujourd'hui une puissance installée en chauffe-eau de l'ordre de 30 gigawatts, ce qui est de l'ordre de grandeur de la dispersion de la production éolienne, pour fixer les idées, en supposant qu'on en ait mis un bon paquet correspondant au schéma que j'évoquais tout à l'heure. Alors ça, c'est très gentil, et on saurait faire s'il le fallait. Sauf qu'il y a quand même un menu problème, qui est qu'il peut y avoir pas de vent pendant une semaine. Et on ne va pas empêcher les gens de se laver pendant une semaine. Donc il faut trouver autre chose. Et l'autre chose, il me semble que c'est avec évidence, les dispositifs bi-énergie au niveau de la production de la chaleur pour chauffer les bâtiments et de l'eau chaude. Je sais que nos amis de Gaz de France y réfléchissent de leur côté. Ils savent parfaitement que le rendement d'une chaudière à gaz, en été, pour faire de l'eau chaude, est une calamité. Et qu'on est très loin des rendements théoriques pris en compte, notamment dans les réglementations thermiques. Et leur idée serait peut-être de compléter leur chaudière par un chauffe-eau thermodynamique, pour avoir une efficacité énergétique meilleure. Alors nous, notre vision est un peu différente. Ce serait plutôt une pompe à chaleur double service avec un complément fuel ou gaz. Alors, je pense que ça, c'est véritablement l'avenir et que je vais maintenant aller plus loin. Je rêve d'une ADEME qui serait maîtrise des émissions de CO2 et qui intégrerait pleinement dans sa réflexion les substitutions possibles économisant les CO2. Même si leur implication en termes d'économie d'énergie finale n'est pas totalement évidente. D'ailleurs, l'ADEME est déjà dans cette logique. Lorsqu'elle pousse au développement des ENR, il n'y a pas d'économie d'énergie finale. Il y a une forte économie de CO2 possible. Donc, véritablement, il me semble que nous avons là un créneau d'avenir sur lequel il faut travailler.